Elisa Lam est née le 30 avril 1991 à Vancouver, en Colombie-Britannique, de deux immigrants de Hong Kong, David et Nina Lam. Les parents de Paul ont ouvert un restaurant populaire appelé Paul's Restaurant à Burnaby, au Canada, où la famille a aidé à la gestion pendant des années. En 2010, Elisa a commencé son premier blog sur Internet intitulé Etherfields. Au cours des prochaines années, elle a utilisé la plateforme pour montrer son amour pour la mode et les vêtements, postant souvent des articles de magazines et de la photographie liée à la mode. Elle parlait aussi ouvertement de ses luttes contre la maladie mentale, craignant constamment que son relevé de notes ne montre ses cours fréquemment abandonnés et sa fréquentation sporadique de l'université. Cependant, elle écrivait aussi honnêtement sur ses pensées et ses idées concernant la psychologie, l'émotion et l'esprit humain. Tout au long de ses blogs, elle a conservé des enregistrements de ses propres réflexions tout en partageant des histoires qui reflétaient un esprit vif et un penseur intelligent. Dans son dernier blog sur Etherfields, Elisa a annoncé qu'elle transférerait son énergie et sa présence sur les réseaux sociaux vers Tumblr, en commençant une page intitulée « Nouvelles Nouveaux » traduit par News New. Sur sa page, Elisa a partagé des milliers d'images et de textes, à la fois les siens et ceux de divers auteurs. Il était évident sur Tumblr qu'elle avait des intérêts profondément enracinés dans les livres et films classiques, l'art et le design expérimental, ainsi que la mode et la culture. Parmi ses fascinations, on trouvait des images sombres et préoccupantes, laissant entrevoir une tristesse plus personnelle et un esprit en conflit, rempli de monstres, de mélancolie et de misère. En fait, Elisa avait déjà eu affaire à plusieurs troubles psychologiques. C'est un récit que sa famille a gardé sous silence pendant des mois après sa disparition et sa mort. Elle a été diagnostiquée avec troubles et dépression. Le trouble bipolaire est une maladie mentale qui provoque la dépression elle-même, en plus des épisodes d'humeur anormale ou élevée, appelés manie ou hypomanie. Pour traiter ces troubles, Elisa a pris plusieurs médicaments tels que la dextrine, le Wellbutrin et des stabilisateurs d'humeur. Pendant la majeure partie de sa vie, Elisa a fonctionné sans conséquences majeures à la suite de ses luttes et jusqu'à un voyage fatidique à Los Angeles en 2013, elle n'avait montré aucun signe de décomposition ou de danger pour elle-même et pour les autres. Malgré ces caractéristiques, il est important de se souvenir d'Elisa Lam en tant qu'être humain, tout comme nous tous. Elle était une étudiante prometteuse à l'Université de Colombie-Britannique avec de nombreuses idées sur le monde. Elle avait une famille, une panoplie de loisirs et surtout, un avenir. Hélas, son potentiel a été brusquement interrompu lorsque le mystère de son destin a commencé à se dévoiler en décembre 2012. Le 21 décembre 2012, Elisa fait la première mention enregistrée de son désir de voyager sur la côte ouest et de visiter une école à Santa Clara pour un éventuel transfert. Une semaine plus tard, le 28 décembre, Elisa mentionne sur Tumblr qu'elle a égaré son téléphone portable. Après le Nouvel An, le 5 janvier 2013, Elisa évoque la planification de sa tournée sur la côte ouest et pour la première fois suggère de rencontrer des gens via Internet. Quelques jours plus tard, le 7 janvier, Elisa réserve son vol pour la tournée de la côte ouest et ajoute un message très étrange concernant l'avenir sur Tumblr. Puis, le 9 janvier, Elisa publie sur Tumblr qu'en raison de sa paranoïa, elle a créé un nouveau compte Facebook pour la 5e fois et republie un court texte qu'elle avait écrit plus tôt dans la journée. Avant le court texte, il y a une introduction dans laquelle elle affirme « C'est le tout début de ma dépression et aujourd'hui je me sens très déprimée ». Avançons jusqu'au 18 janvier, lorsqu'Elisa arrive supposément à Vancouver pour sa tournée. 4 jours plus tard, le 22 janvier, elle se rendrait supposément à San Diego pour la première étape de son voyage après avoir manqué son vol initial en se perdant dans l'aéroport. Le 24 janvier, Elisa publie sur Tumblr que son voyage jusqu'à présent a principalement consisté en des activités et des actions auxquelles elle participe chez elle selon un horaire normal. Avec ce post, elle fait allusion à ses actions ultérieures à Los Angeles lorsqu'elle dit « De temps en temps, je fais quelque chose d'entièrement impulsif et imprudent ». Quelques jours plus tard, le 27 janvier, elle poste à nouveau sur Tumblr qu'elle était sortie avec des amis dans un bar clandestin et qu'elle avait en fait perdu un autre téléphone. Cette fois, il ne lui appartenait pas. Elle avait plutôt pris l'ancien BlackBerry de son ami pour son voyage.
Le lendemain, le 28 janvier, Elisa arrive à LA et s'enregistre à l'hôtel Cecil près de Skid Row, un motel économique pour les touristes dans la ville. Le 30e janvier, les colocataires anonymes d'Elisa se plaignent de son comportement étrange et elle est déplacée dans une chambre privée au 5e étage afin qu'elle ne dérange pas les autres invités. Le 31 janvier, le dernier jour d'une visite prévue à Los Angeles, Elisa est vue pour la dernière fois par quelques employés anonymes de l'hôtel, puis finalement par une employée, Katie Orphan, à la librairie locale. Katie mentionne qu'Elisa était seule, mais aussi très sociable, très vivante et très amicale. Orphan dit également qu'elle parlait du livre qu'elle allait acheter et se demandait si ce qu'elle achetait serait trop lourd pour elle à transporter pendant son voyage. Parce qu'Elisa devait quitter l'hôtel Cecil ce jour-là et se rendre à Santa Cruz pour la dernière étape de son voyage, ses deux parents attendaient un appel téléphonique. En fait, Elisa avait appelé ses parents presque tous les soirs pendant son voyage malgré la perte de son téléphone portable temporaire. Après n'avoir rien entendu de leur fille, Monsieur et Madame Lamb se sont envolés pour Los Angeles pour déposer une déclaration de personnes disparues et aider le département de police de Los Angeles dans leurs recherches. Tout au long de la première semaine de février, le couple Lamb et la police d'Ali ont fouillé le Cecil et les environs à la recherche de la moindre trace d'Elisa. Malgré les efforts des chiens de police, aucune trace n'a été trouvée durant les premiers jours. La chambre d'Elisa dans laquelle elle séjournait avant sa disparition ne contenait aucun objet suspect ou signe de perturbation, un événement troublant pour une disparition aussi étrange. Le 6 février, le Los Angeles Police Department a publié une déclaration officielle en ligne concernant la disparition d'Elisa Lam et les détails entourant l'affaire, exhortant les citoyens à surveiller son profil. Le 7 février, lors d'une conférence de presse tenue un jour plus tard, ils ne reçoivent toujours aucune piste ou appel du public. Puis le 14 février, le Los Angeles Police Department lâche la plus grosse bombe de toute l'affaire. Un clip de surveillance d'ascenseur du 1er février montrant Elisa Lam entrer dans l'ascenseur, appuyer sur une série de boutons et commencer à agir de manière bizarre. Le clip était dérangeant pour dire le moins, mais a donné aux enquêteurs un dernier aperçu de la dernière apparition de Lam et a suscité l'intérêt mondial pour l'affaire. La recherche de la personne disparue prendrait cependant bientôt fin lorsque le 19 février, les employés de l'hôtel Cecil ont répondu à plusieurs plaintes de clients concernant une eau à l'odeur étrange et une faible pression au robinet. L'employé a été monté jusqu'au système d'eau sur le toit, a regardé dans une citerne ouverte et a découvert le corps nu d'Elisa Lam flottant face vers le haut. La Los Angeles Police Department a été aussitôt informée et les réservoirs d'eau sont vite devenus une scène de crime. Quelques jours plus tard, le 21 février, le bureau du coroner de Los Angeles a qualifié le décès d'Elisa Lam d'accidentel en raison de la noyade, avec le trouble bipolaire comme une autre condition contribuant mais non liée à la cause immédiate de la mort. En juin 2013, le rapport complet du coroner ainsi que les résultats de la toxicologie ont également été rendus publics. Bien qu'il ne révèle pas de revirement massif dans le mystère, il a noté que le corps d'Elisa Lam avait effectivement été retrouvé nu, retrouvé avec ses vêtements, également retrouvés dans le réservoir d'eau, ses clés et sa montre, découvertes dans un antiparticulaire sablonneux. À partir de ce moment, des milliers de théories, d'hypothèses, de conspirations et de simples conversations informelles ont été discutées au cours des mois et des années suivants. Personne ne semble vouloir rester fidèle à Los Angeles, au bureau du coroner de Los Angeles et à leurs conclusions. L'enquête de la police et leur rapport final ont été largement remis en question et critiqués pour leurs failles possibles. Quoi qu'il en soit, la chronologie de la mort d'Elisa Lam et sa série directe d'événements se sont transformées en l'affaire la plus discutée du XXIe siècle. Sans aucun doute, l'élément le plus controversé et scruté de l'affaire Elisa Lam est la vidéo de surveillance de 4 minutes que le Los Angeles Police Department a extraite d'une des cassettes de surveillance de l'hôtel Cecil, situé dans le coin supérieur d'une cabine d'ascenseur principale dans le couloir nord. Avant d'explorer le contenu, examinons la partie centrale de la vidéo. Attention, les images suivantes peuvent choquer et pourraient être considérées comme du contenu sensible.
La vidéo est un peu granuleuse et des segments sont difficiles à distinguer clairement. Mais une chose est certaine, Elisa Lam est le sujet des images et réagit clairement à quelque chose. Maintenant, ce que c'est ce quelque chose ne sera probablement jamais expliqué avec une certitude de 100%, mais cela rend le clip d'autant plus étrange. Cela vous fait vraiment vous demander, Elisa regarde-t-elle hors de l'ascenseur avec le sentiment qu'elle est suivie? On pourrait soutenir qu'elle parle à voix haute à certains moments, peut-être juste pour elle-même. Entre les boutons aléatoires et pressés à son entrée, le vide des couloirs, les gestes de la main et les positions du corps qu'elle fait, la rime et la raison de la vidéo sont impossibles à expliquer lors du premier visionnage. Il y a aussi eu une polémique sur les origines de la cassette. Certaines personnes sur Internet prétendent que les images sautent d'une minute du code temporel, mais en raison de leur faible qualité, il n'est pas facile de le souligner. D'autres disent que les images elles-mêmes ont été manipulées, pixelisant volontairement la bouche d'Elisa à divers moments, mais ces rapports ont été soit niés, soit carrément ignorés par les professionnels. Une chose est sûre, les images de l'ascenseur du 1er février 2013, représentant les dernières images connues d'Elisa Lam, ont suscité à la fois une préoccupation légitime et des théories du complot farfelu, et restent le seul élément de preuve le plus intéressant lié à l'ensemble de l'affaire. Depuis la disparition d'Elisa Lam, les vidéos de surveillance ont été diffusées et son corps a été trouvé sur le toit de l'hôtel Cecil. D'innombrables théories ont été proposées sur Internet et dans des publications du monde entier, essayant de dévoiler les secrets de ce mystère apparemment inexplicable. Bon nombre de ces hypothèses relèvent de la pure théorie du complot. Certains cercles ont élaboré des fantasmes débridés expliquant qu'Elisa jouait à un jeu d'ascenseur, essayant de passer dans des univers alternatifs. D'autres croient qu'Elisa était possédée par des forces spirituelles, a rencontré des sujets paranormaux ou a été contactée par des êtres d'un autre monde. Ces tentatives farfelues de glamouriser la mort d'Elisa comme de la science-fiction ou des occultistes sont basées sur zéro preuve observationnelle reliée par des affirmations complexes et coïncidentes et de l'hyperbole. Par exemple, l'emplacement de l'hôtel Cecil se trouve à Skid Row, dans le centre-ville de Los Angeles. Cette zone est connue pour ses hauts taux de criminalité et ses activités douteuses. Le trafic de drogue et la criminalité violente sont fréquents à l'intérieur et à l'extérieur de l'hôtel, qui a une histoire de meurtre et de suicide. En 1985, le tueur en série Richard Ramirez, surnommé le Night Stalker, a séjourné dans l'une des 600 chambres tout en tuant de manière horrifique 13 femmes. Un autre suspect de meurtre, Jack Unterweger, a séjourné à l'hôtel en 1991. C'était un lieu fréquent pour ceux qui avaient des tendances suicidaires, voyant quelques personnes sauter du toit dans les années 50 et 60. Il a même abrité une autre affaire non résolue, celle de Pigeon Goldie Osgood, une ancienne opératrice téléphonique dont le corps mutilé a été découvert dans sa chambre en 1964 et dont la mort reste non résolue. Malgré la criminologie du Cecil, rien ne peut être directement lié à la mort tragique d'Elisa. Une explication beaucoup plus réelle est qu'Elisa Lam a été suivie pendant son séjour à Los Angeles, poursuivie dans les couloirs de l'hôtel Cecil, puis assassinée et placée dans un réservoir d'eau par une seconde partie. Au départ, cette théorie était logique. Si vous revenez sur plusieurs publications Tumblr qu'Elisa a faites vers la fin de 2012 et le début de 2013, elle était consciente de sa nature franche et craignait qu'un jour sa bouche ne lui cause des ennuis. À divers moments, elle a écrit sur des angoisses troublantes. Un post annonçait une sortie pour ce soir. « J'espère qu'aucun harceleur ne s'approche de moi. » Et, 2 fois, Elisa était convaincue que les ennuis rôdaient au coin de la rue à cause de sa langue, disant que j'ai vraiment besoin d'être retirée de la société avant que ma grande bouche ne me mette dans le pétrin et que je me fasse battre, ainsi que ma bouche est ma perte et elle me mettra dans le pétrin. Je fais déjà tellement de choses stupides, j'ai du mal à savoir où sont les limites, et il semble que je fais toujours les plus grosses erreurs au pire moment possible, et je me fais prendre, et je subis les conséquences d'avoir été pris la seule fois où je ne pensais pas, et j'ai fait quelque chose de stupide pour prendre des raccourcis. En prenant cela en compte, elle a constamment provoqué les étrangers autour d'elle. Il est plausible qu'elle l'ait fait au mauvais endroit, au mauvais moment en hiver. En plus des inquiétudes d'Élise, c'est la manière dont elle a agi pendant les images de l'ascenseur. Après être entrée dans l'ascenseur et avoir appuyé sur les boutons, elle attend un moment avant de s'approcher rapidement de la porte.
Ensuite, elle jette rapidement un coup d'œil précipité de part et d'autre du couloir. Se retirant dans l'ascenseur, elle se plaque contre le mur puis dans le coin, agissant comme si elle évitait le regard de quelqu'un de l'extérieur. Elle retourne une fois de plus à l'encadrement de la porte et y colle à nouveau prudemment sa tête dans l'ouverture. De là, elle fait une série de mouvements aléatoires avant d'appuyer sur plus de boutons. Lorsqu'elle retourne à l'extérieur pour la dernière fois, il semble qu'elle communique soit oralement, soit avec ses mains. Quoi qu'il en soit, personne n'est vu et Elisa disparaît de la vue. La première partie de ces mouvements pourrait indiquer qu'elle se cachait d'une autre personne, mais sa démarche aléatoire et son comportement hébété dans la seconde partie de la vidéo n'ont tout simplement pas de sens si elle était vraiment en fuite. Les préoccupations exprimées dans le post Tumblr combinées liées à la vidéo suspecte vous font vraiment vous demander si quelqu'un était impliqué dans la mort d'Elisa. Mais il y a trop de réfutations à l'argument selon lequel sa cause de décès était un homicide. Par exemple, il n'y avait aucune ecchymose ou signe de lésion corporelle sur le corps d'Elisa, excluant ainsi une agression. Toutes ces affaires ont été retrouvées sauf son téléphone portable perdu depuis longtemps, écartant l'hypothèse d'un vol. Les témoignages des employés de l'hôtel et du libraire affirmaient qu'elle était complètement seule et ne montrait aucun signe de lutte ou de détresse concernant une autre personne. Les caméras n'ont capturé aucun autre suspect au moment de l'enregistrement d'Elisa et son absence de relation dans un nouveau territoire a permis d'exclure un meurtre planifié ou daté par un invité car elle avait très peu d'amis chez elle, encore moins à Los Angeles. Au final, il n'y avait aucune preuve confirmant les théories sur le meurtre ou le jeu déloyal, amenant à la fois le Los Angeles Police Department et nous à l'exclure. Cela étant dit, l'opinion officielle du médecin légiste en chef de LA et des médecins légistes assignés présente un dilemme. Ils préfacent leur hypothèse finale avec un avertissement que l'interprétation des preuves est limitée en raison de la petite taille de l'échantillon, en particulier le manque d'échantillons de sang testés en raison de faibles niveaux. Cependant, ils se sont ensuite contredits en disant que l'enquête policière avait écarté toute intervention malveillante, mais ont également déclaré un examen complet des circonstances de l'affaire et une consultation appropriée. Ne soutiennent pas l'intention de se faire du mal. La cause du décès est classée comme accident. Alors, s'il y avait une intention nuisible, soit de Lam elle-même, soit d'un deuxième suspect, comment Elisa Lam a-t-elle accidentellement grimpé sur un énorme cylindre, découvert que c'était le réservoir d'eau, soulevé un couvercle incroyablement lourd et sauté dans l'eau sombre? Et si le couvercle était déjà ouvert, pourquoi a-t-elle choisi d'y grimper en réponse? Le meurtre et le suicide sont des opposés polaires qui ont été jugés inapplicables. Les croyants qui pensent qu'Elisa a été tuée par quelqu'un d'autre s'attardent sur le fait que l'accès au toit était protégé par des alarmes sur les portes et le fait que l'accès au réservoir d'eau nécessitait de l'agilité et de la force. Cependant, il a été expliqué à plusieurs reprises que l'hôtel dispose de 4 points d'accès différents au toit, 3 par l'escalier de secours qui n'ont pas d'alarme, et que les couvercles des réservoirs d'eau étaient soit ouverts, soit plus légers que prévu, facilement manipulables par une femme de la taille d'Elisa. Nous devons donc maintenant trouver un terrain d'entente entre les deux explications et théoriser de manière justifiable comment un ensemble de circonstances aussi spécifiques et indiscutables peut être considéré comme un accident. La théorie la plus plausible et la plus évidente est qu'Elisa Lamps a souffert d'un épisode maniaque en raison de ses luttes contre le trouble bipolaire, à la fois avant et le jour du 1er février. Commençons par examiner les rapports de toxicologie. Des traces de 2 antidépresseurs différents prescrits à Elisa ou de leurs métabolites ont été retrouvés dans son sang cardiaque et ses enzymes hépatiques. L'un de ces médicaments était le bupropion, connu pour parfois provoquer de la manie dans le trouble bipolaire. Un autre stabilisateur d'humeur avait des métabolites dans ses enzymes, mais l'antipsychotique d'Elisa n'a pas été trouvé dans son système. Donc, en résumé, Elisa n'avait pris qu'un seul de ces médicaments prescrits le jour de son décès et n'avait pris les autres que récemment, voire pas du tout, dans les jours précédant sa mort. Le rapport de toxicologie a également confirmé qu'Elisa n'avait pas d'alcool dans son système, ni d'autres drogues récréatives. Cela exclut la possibilité qu'elle ait été sous l'influence de substances pendant qu'elle était filmée dans l'ascenseur, ou que quelque chose comme des pilules ou l'ivresse l'ait incitée à grimper dans les réservoirs d'eau. Son foie n'a pas été testé pour le réhypnol appelé Rofees.
Il n'y avait pas d'urine dans le système, ce qui signifie qu'elle a excrété toute l'urine contenant des traces de roufie, de kétamine ou d'autres accessoires de drogue du viol. Donc, en réfléchissant aux informations concernant ses antécédents de troubles mentaux et l'utilisation calculée de prescriptions et leur absence, nous devons ensuite comprendre ce qu'est exactement une crise de manie. Une manie sévère peut inclure des caractéristiques psychotiques comme des hallucinations, délires, paranoïa, catatonie et un manque de perspicacité. Un professionnel de la santé mentale utilise l'expression désorganisée mais apparaissant singulièrement concentré, soulignant son occurrence lorsque Elisa appuie au hasard sur les boutons de l'ascenseur, semblant déterminée à suivre une sorte d'agenda ou de direction. Les symptômes de la manie incluent également l'agitation psychomotrice qui implique des mouvements et des comportements répétitifs, sans but ou involontaires. Ces mouvements et comportements sont effectués en réponse à des sentiments d'agitation causés par une augmentation de l'anxiété. Le docteur Daniel Morel examine dans une revue médicale que ces actions peuvent se traduire par le torsion des mains, le fait de faire les 100 pas et de se déshabiller à plusieurs reprises. Les 3 comportements ont été exhibés par Elisa à la fois dans les images de l'ascenseur et autour des réservoirs d'eau. Le fait qu'Elisa Lam ait tenté d'aller sur le toit pourrait être une réponse à des hallucinations et ou des illusions. Ce que ces derniers auraient pu être est inconnu, et il serait injuste pour la mémoire d'Elisa de supposer et de romancer sa maladie mentale. Il est important de noter que les hallucinations maniaques ne sont pas seulement visuelles, mais peuvent être des manifestations de sons, d'odeurs, de goût et de toucher. Une autre explication possible à son déshabillage. En combinaison avec le maintien irrégulier de la prescription, le simple fait qu'Elisa était dans un lieu étranger sans communication avec sa maison aurait pu déclencher un épisode maniaque. Les personnes chez qui Elisa séjournait depuis qu'elle avait réservé une chambre partagée avec d'autres invités ont déclaré qu'Elisa agissait de manière étrange au point de déranger les autres et de devoir être déplacée dans une autre chambre seule. Le déclencheur supplémentaire de l'isolement aurait pu provoquer la manie, ainsi que jouer un rôle dans le fait qu'elle était seule pour le reste de son séjour à Los Angeles. Le dernier élément de preuve prometteur soutenant cette théorie est un témoignage que nous avons reçu d'un résident confidentiel, à référencer comme résident A de Los Angeles, Californie, qui souhaite que lui et sa famille restent anonymes. Nous. Après avoir entendu parler de notre enquête sur le cas d'Elisa Lam et n'ayant que peu ou pas de connaissances préalables de ce scénario, le résident Eda nous a dit qu'il y a quelques années, un membre de sa famille au Mexique s'est suicidé à la suite d'une dépression maniaque ou d'un trouble bipolaire. Le résident A affirmé que ce membre de la famille s'est noyé après avoir plongé dans un réservoir d'eau industriel similaire. Le résident A également déclaré que c'était un phénomène courant pour le membre de la famille, qui, en raison de son trouble bipolaire, cherchait des étendues d'eau chaque fois qu'il souffrait d'une crise de manie. Le résident A confirmé que ce membre de la famille avait environ 35 ans lorsqu'il est décédé, mais souffrait de maladie mentale depuis plus d'une décennie et avait une inclination à s'enfuir et à être attiré par l'eau au fil des ans. Bien que ce cas n'ait aucun lien direct avec Elisa Lam, il est curieux que les 2 instances impliquent un sujet bipolaire confiné qui, en raison de leurs conditions, s'est noyé à cause d'une gravitation inconsciente vers elle juste haut. Il y a très peu de recherches effectuées dans le domaine médical ou psychologique concernant ce phénomène, mais nous sommes incroyablement intéressés s'il y a d'autres situations comme celle-ci. Si quoi que ce soit, cela confirme davantage que la raison pour laquelle Elisa a choisi le réservoir d'eau de l'hôtel Cecil n'est pas un mystère, mais un tragique symptôme de sa maladie psychologique. Au final, en prenant en compte toutes les preuves, les recherches scientifiques et les modèles sociétaux, nous avons déterminé que le rapport initial du médecin légiste en chef est précis, en ce sens qu'Elisa Lam est décédée accidentellement par noyade, en tant que résultat indirect du trouble bipolaire. Bien que d'autres théories aient été brièvement discutées, leur manque total de preuves observationnelles et leurs origines dans l'imaginaire les ont empêchés d'être sérieusement considérées. La raison pour laquelle cette affaire fascine les adeptes du monde entier et produit des commérages incessants et des conspirations est le fait qu'il est difficile pour les gens d'accepter des explications simples et innocentes pour des situations complexes et dérangeantes. Les troubles psychologiques sont fortement stigmatisés mais aussi très mal compris. Les gens ne veulent pas accepter qu'Elisa Lam souffrait d'hallucinations dues à un trouble bipolaire parce que c'est seulement dans son esprit, et ils ont du mal à accepter une telle indistinction.
Il est plus facile de raconter nos propres versions fantastiques ou intrigantes de ce que nous voulons qu'il se soit passé plutôt que la maladie mentale. Par exemple, les gens croient bien qu'une autre partie était impliquée parce que le téléphone portable de l'âme était manquant et son Tumblr était resté actif pendant des mois après sa mort. La réponse est simple. Son téléphone d'origine a été perdu des semaines avant son voyage et Tumblr remplit temporairement les comptes inactifs avec des publications similaires à leur ancien contenu. Les gens ne pouvaient pas non plus comprendre comment Elisa avait pu se rendre sur le toit et dans les réservoirs d'eau sans être détectée. Cependant, cela est tout simplement expliqué dans la section « Faits matériels incontestés et preuves » à l'appui du document de la motion pour un jugement sommaire après que l'hôtel Cecil a été poursuivi pour son rôle dans la mort d'Elisa. Dans la case Dix, il est indiqué que la porte d'accès au toit est équipée d'un système d'alarme électronique qui alerte les employés de l'hôtel lorsque la porte d'accès au toit a été ouverte, suivi de la case 14 qui stipule « L'alarme pour la porte d'accès au toit n'a été activée à aucun moment en janvier ou février 2013 ». Cela signifie qu'Elisa a utilisé une des 3 sorties de secours pour atteindre le toit, prouvée possiblement par un invité intentionnel à l'hôtel Cecil via une démonstration sur YouTube. De plus, la motion pour jugement sommaire rapporte dans la case 20 qu'une personne pourrait théoriquement accéder au réservoir d'eau en grimpant au sommet d'une salle des machines d'ascenseur et en sautant sur le réservoir d'eau depuis le haut. La photo montre la salle des machines de l'ascenseur, accessible depuis des escaliers rouges et une échelle attenante. Le saut de cette structure au réservoir d'eau est également assez négligeable, comme on peut le voir mis à l'échelle avec la taille d'un humain représenté ici. En ce qui concerne la vidéo de l'ascenseur, nos esprits centrés sur l'histoire veulent remplir les couloirs de chaque côté de cet ascenseur de monstres, de malfaiteurs et de phénomènes surnaturels. Mais en réalité, il n'y avait rien de tel la nuit du 1er février 2013. Seule Elisa Lam sait vraiment ce qu'elle a vu et ce qu'elle a ressenti le jour de sa mort. Et c'est à nous de croire que c'était l'imprévisibilité malheureuse de la maladie mentale qui a causé ces émotions et les actions qui en ont résulté. Après tout, Alyssa était une jeune femme qui avait récemment traversé des montagnes russes émotionnelles intenses avec une crise d'identité et des angoisses croissantes concernant son but dans la vie. Elle était quelque peu consciente de cette dépression imminente et a admis en ligne qu'elle pouvait dire qu'elle avait tendance à des tendances impulsives et imprudentes après coup, un signe évident de manie potentielle. Elle avait l'âge où beaucoup de jeunes commencent à ressentir ce qu'on appelle des symptômes percés à la fois du spectre bipolaire et du spectre schizophrénique. L'environnement inconnu de Skid Row à Los Angeles et l'insomnie, combinés au manque de médicaments adéquats, ont exacerbé sa confusion et sa manie finale. Aucun facteur unique n'explique la mort tragique d'Elisa Lam. C'était plutôt un mélange de nature et de circonstances, aggravé par des vidéos fortuites, qui a alimenté de nombreuses théories du complot irrespectueuses sur Internet. Que cet examen des circonstances étranges entourant la mort d'Elisa Lam soit une étape dans le processus de fin de la stigmatisation autour de ces luttes contre le désordre et la maladie mentale en général. Elisa était une personne extraordinaire au potentiel infini. Elle avait des intérêts, des passe-temps et des aversions comme nous tous. Sa famille honore toujours sa mémoire. Il est temps pour nous de faire de même et de tirer des leçons de son illustration. Prenez soin de ceux qui ont des problèmes de santé mentale et parlez-en avant que cela ne crée une autre saga confuse, comme celle d'Elisa Lam.